Donc bonjour à tous. On va commencer cet après-midi par une présentation qui va faire un tour d'horizon, donc un balayage des différents procédés techniques de traitement de terrain. Donc si on va chercher trois principales catégories d'amélioration de renforcement des sols, donc on avait les traitements sans adjuvant, les traitements avec adjuvant inclusion et aussi donc les traitements par injection que l'on va voir maintenant. Donc, sont listés ici en traitement des sols par injection, les injections ciment et les injections chimiques, les méthodes de deep mixing, donc DMM, le jet grouting, l'injection solide, l'injection de résine expansive, ainsi que les méthodes biologiques. Et puis, on parlera aussi brièvement du traitement des sols par la congélation. Donc, quelles sont les caractéristiques communes en fait, aux différentes techniques d'injection? Leur objectif, qui est d'améliorer les sols en modifiant leurs propriétés mécaniques et hydrauliques pour différents objectifs, finalités, ouvrages à construire. Et puis, un procédé qu'on peut dire générique, c'est d'introduire au moyen de fourrage un matériau qui va se solidifier plus ou moins dans le temps. Donc, brièvement, quelques mots sur la conception et la réalisation d'un projet de traitement par injection. Bon, là, ça relève des missions géotechniques. Donc, on a deux étapes de conception, une étape de réalisation. Donc, les G1, G2 pour la conception et G3, G4. G3 phase d'étude, G4 phase suivi pour la réalisation. La phase de conception permet de faire le meilleur choix, bien sûr, technico-économique, tout en maîtrisant les risques géotechniques. Donc, par exemple, c'est à la phase G2, G2 Pro qu'on va statuer sur la pertinence d'appliquer la méthode observationnelle, qui est très utile pour ce type de projet. Mission J4, très importante, indispensable, bien sûr, dans le cas des travaux de traitement des sols, notamment pour le suivi, le contrôle des travaux en cours d'exécution et même après exécution. Et puis, bien sûr, une mission G5, si besoin, pour l'étude d'un ou plusieurs éléments spécifiques. Donc, on a déjà cité cet ouvrage ce matin, ouvrage très utile, ouvrage de référence AMSOL, donc avec 2 tomes. Toutes les parties traitement par injection en fait, sont contenues dans le tome 2. Et donc cette présentation est largement inspirée du contenu de ce tome 2. Donc première technique citée ici, donc, les injections ciment et injections chimiques. Donc l'injection des sols, c'est une technique d'amélioration destinée à modifier les propriétés mécaniques et hydrauliques des sols. Donc pour ce faire, on va introduire un coulis plus ou moins visqueux qui va être introduit sous pression dans les vides du sol. Donc ce qu'on attend par cette technique, c'est une diminution de la perméabilité pour augmenter l'étanchéité des terrains et ou l'augmentation des caractéristiques mécaniques du sol initial. Donc suivant l'ordre d'exécution des travaux d'injection, la NFEN 12715, il y a 2 modes d'injection qui se distinguent. L'injection sans déplacement du sol, qu'on appelle l'injection par imprégnation, et puis l'injection avec un déplacement de terrain par fracturation hydraulique. Donc c'est ce qu'on peut voir un peu schématisé dans l'esprit sur l'illustration. Donc en fonction de la pression d'injection, on va avoir un mode différent, imprégnation ou fracturation. Donc ces coulis en fait, d'injection, on peut distinguer les coulis à base de liants hydrauliques en suspension, et puis on a aussi des coulis à base de produits chimiques en solution. Donc ces liants hydrauliques, en fait, ils peuvent être variés. Donc on a des ciments, on a des argiles associés, on peut avoir des charges, des adjuvants, bien sûr. Et puis les produits chimiques, on va avoir des gels ou solutions de silice, des résines, différents types de résines. On parlera des résines polyuréthane après pour l'injection de résine expansive. Donc bien sûr, le choix du coulis, en fait, est fonction de la taille des pores du terrain et puis des contraintes géostatiques qui sont en place. Alors pour des injections ciment ou des injections chimiques, les milieux naturels concernés sont essentiellement les sables et les graviers, mais aussi des sols fins, on peut avoir des alluvions fines, également des roches fissurées. Et puis si on fait une petite chronologie de cette technique, donc c'est un procédé qui a été inventé au XIXe siècle. Charles de Bretigny, ingénieur français, donc pour la réfection d'une écluse à Dieppe en 1802, où les injections en fait à l'époque étaient essentiellement des injections de mortier par voie gravitaire essentiellement. On n'était pas sous forme de coulis. Et puis à
partir de 1821 avec l'utilisation du ciment Portland, qui est venu aussi remplacer des mélanges d'eau et puis de pouzzolane. Donc le ciment a apporté sa plus-value à ce moment-là. Et puis dans les années 20, les coulis chimiques ont été mis au point par Houston. On a eu l'invention du tube à manchette vers les années 1930, donc, qui a permis le développement des techniques d'injection répétitive et sélective, donc très utile pour ce procédé d'injection. Et puis quelques recueils, recommandations, normes. Donc l'AFTES, qui a publié en 1975 son premier recueil de recommandations pour les travaux d'injection. Mise à jour en 2006, nouvelles recommandations, et puis en 2020, dernière version, version actuelle de la norme NFEN 12715. Donc, quelques applications principales listées, donc à la fois travaux d'étanchéité, travaux de renforcement, d'amélioration mécanique. Donc en étanchéité, tout ce qui est voile, voile de barrage par exemple, radis injecté. Application pour les tunnels aussi, la faisabilité des tunnels, tunnels en terrain meuble, et puis des jupes injectées aussi accessoirement. En renforcement, on va avoir traversé des terrains difficiles, une amélioration de la capacité portante des sols, des traitements de masse au-dessus des voûtes des ouvrages souterrains par exemple, injection à l'avancement lors du percement de tunnels, injection avant creusement de puits, et puis la réhabilitation d'ouvrages de génie civil, réhabilitation de fondations, régénération de maçonnerie, etc. Quelques avantages et limites cités, non exhaustives, bien sûr. Avantage, on va avoir forcément une diminution de la perméabilité, une augmentation de la cohésion. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle limite les risques d'instabiliser pour optimiser des méthodes d'excavation. Et puis, ça permet aussi de réduire les débits d'exor en fond de fouille. Et ensuite, la reprise en sous-œuvre de fondations superficielles ou profondes. Quelques limites, notamment sur le coût des produits chimiques qui peuvent être utilisés, gel, résine. Et puis pour les résines, pour certaines résines, il y a bien sûr des restrictions induites par la réglementation environnementale aujourd'hui. Donc quelques illustrations. En haut à gauche, on a des éprouvettes de coulis de ciment prises pour un essai de convenance. En bas, vous avez une illustration de gel de silicate, donc avant prise et après prise. Donc, les gels, on peut avoir deux types de gels, des gels mous élaborés avec un réactif minéral et des gels durs avec un réactif organique. Donc, les gels ont des temps de prise très rapides, 10 à 15 minutes. Donc, des durées pratiques d'utilisation relativement courtes par rapport au coulis de ciment. La technique d'exécution, on commence par des forages qu'on va venir équiper après. Et puis, il y a la fabrication, la fabrication du coulis, son amenée au point d'injection et puis son injection proprement dite. Donc on va travailler par passe, par reprise. Donc on va se servir d'obturateurs pour isoler des manchettes et puis injecter le coulis en suivant. Donc au préalable, il y a un coulis de gaine aussi qui est mis en exécution pour sceller l'équipement du forage. Le maillage de ces injections, il peut être triangulaire, il peut être un maille carré aussi. Plusieurs types selon les projets. Donc quand on veut faire des voiles d'étanchéité, on va faire une ligne, deux lignes, enfin plus rarement une ligne, mais plutôt deux ou trois lignes de forage. Vous voyez ici quelques illustrations de tubes à manchette, de tubes équipés de manchettes caoutchouc, et un obturateur aussi en bas à gauche. En général, donc c'est pas en général, c'est systématique. Il y a un suivi informatique des injections qui est réalisé depuis la fabrication jusqu'à l'élaboration du coulis, son déplacement avec les pompes d'injection. Tout ça est suivi finement par informatique aujourd'hui. Deuxième technique présentée dans cet exposé, donc ce sont les techniques DMM, Deep Mixing Method. Donc ce sont des techniques de mélange profond, si on peut dire ça comme ça. Le principe, c'est de malaxer en profondeur le sol en place en incorporant un liant hydraulique afin de fermer un nouveau matériau qu'on va appeler le soil mix. Son objectif principal, c'est d'améliorer les caractéristiques du sol. Donc c'est une technique apparue dans les années 60, d'abord au Japon et en Suède. Vous avez ici une cartographie qui vous présente les principaux utilisateurs des techniques DMM. Donc essentiellement en Asie,
Japon, Corée du Sud, Chine, les États-Unis aussi également, l'Europe du Nord et puis également l'Europe occidentale. Bon, il y a d'autres pays aussi, mais historiquement on retrouve ces pays-là. En ce qui concerne les terrains concernés, on va avoir par exemple des argiles molles, des sols organiques à traiter, des sables, des graviers, des alluvions. Donc plutôt une large gamme de sols. C'est une technique qui s'applique aussi bien en travaux maritimes qu'en travaux terrestres. Et puis il y a deux méthodes selon le mode de corporation du liant dans le mélange en place. Donc on va avoir une méthode par voie sèche, avec un liant qui ne sera pas hydraté à sa mise en œuvre, et puis une méthode par voie humide, avec un coulis élaboré. Plusieurs technologies d'exécution qu'on peut classer selon trois caractéristiques fondamentales. Donc la méthode par voie sèche, par voie humide, le type de malaxage. Est-ce que le malaxage va être simplement mécanique associé en jet ou du jet seul? Et puis l'emplacement de l'injection du liant, donc ça se fera soit à l'extrémité de l'outil, soit le long de l'outil. Donc le tableau, l'illustration à gauche vous présente un peu quelques différents types de méthodes DMM, selon qu'on est en voie sèche ou en voie humide. Donc la première colonne de gauche, c'est exclusivement de la voie sèche, et puis les trois autres colonnes, ce sont des méthodes par voie humide. Donc après, on va distinguer la mise en œuvre, si elle est mécanique seule, mécanique avec jet, ou jet mixing exclusivement. Et puis, selon l'incorporation du liant par l'extrémité de l'outil ou le long de l'outil, donc on a une classification de une répartition des différentes méthodes comme ça. Donc il y a beaucoup de méthodes en fait, c'est très varié. Par cette technique, en fait, on va confectionner des colonnes, des barrettes, des écrans, des réseaux, des anneaux, des blocs. Donc il y a une multiplicité en fait de formes géométriques que l'on souhaite obtenir. Donc pour former soit des colonnes simples, des écrans par colonnes contiguës, colonnes séquentes, ou des panneaux aussi qui serviront à faire des écrans. On peut faire des réseaux intéressants pour limiter les risques de liquéfaction dans des projets. Des blocs pour supporter des culées d'ouvrages d'art, par exemple. Il y a beaucoup d'applications possibles. Donc, comme il a été dit, deux méthodes pour confectionner des colonnes. Donc, la voie sèche, la voie humide. Par voie sèche, en fait, on va amener le liant à l'extrémité de l'outil de forage par un flux d'air comprimé, en fait. Et puis le malaxage en fait se fera en remontant l'outil. Par voie humide, donc on va venir forer le terrain. En général, on va forer avec un coulis comme fluide de forage. Et puis après, en remontant l'outil, on injecte le coulis pour élaborer le soil mix. Donc on peut voir ici une illustration de quelques colonnes ainsi formées pour des argiles, pour des limons, dans le cas de sable et gravier également. Donc on peut trouver aussi des nodules dans ces colonnes. Donc, les nodules, ce sont des grains en fait, qui ne seront pas mélangés au coulis. Donc un objectif aussi, c'est de limiter la présence de nodules dans ces colonnes. Donc, quelques exemples de machines pouvant confectionner ces colonnes par DMM. Donc on a un axe vertical avec des pales de mélange qui vont être associés à la colonne verticale. Donc on peut associer plusieurs outils en parallèle pour avoir des rendements plus efficaces et puis des colonnes de dimensions plus intéressantes. Donc on peut aussi avoir des tarières associées, simple, double, triple. Donc ça, ce sont des outils mécaniques à axe vertical. Et puis on a aussi des outils mécaniques à axe horizontal, comme ici sur le principe d'une hydrofraise. Qui est suspendu à un Kelly ou non. Donc on peut avoir les deux en général, c'est plutôt suspendu à un Kelly pour confectionner des panneaux. Donc c'est ce qu'on appelle la technique du CSM, Cutter Soil Mixing, développée conjointement par Bauer et Soletanche-Bachy. À droite, on peut voir un exemple de méthode qui permet de faire des tranchées continues. Donc, par exemple, méthode Trench Mix de Soletanche-Bachy. Donc c'est basé sur un engin qui sert à poser des écrans de rives drainants, des drains agricoles, donc qui a été adapté par voie sèche et par voie humide aussi. On peut utiliser ces deux méthodes avec cette technique de vertical trenching.
Alors, la DMM permet de multiples applications, hein, à la fois en travaux terrestres et maritimes. Hein, donc, on va par exemple avoir l'exécution de fondations, de murs de soutènement, hein, des ouvrages de faible perméabilité, hein, tels des écrans et des barrières, hein, en application pour des barrages, pour des digues. En travaux terrestres, on va retrouver les applications tunnels, hein, entrée et sortie de tunneliers, hein, également des reins injectés, des reprises en sous-œuvre, etc. Blindage, stabilisation de pente. C'est intéressant aussi pour diminuer le potentiel de liquéfaction de certains sols, pardon. Et aussi en application, donc on a une forte réduction de vibrations ou très peu de vibrations. Un point intéressant, c'est également le traitement chimique in situ de contaminants, hein, de sols pollués, également le traitement de déchets. Hein. Et puis on peut venir confiner des sols pollués par la technique DMM. En travaux maritimes, donc l'utilisation date des années 70, hein, je crois 1976 pour le port de Tokyo. Donc on va créer des structures portuaires, des extensions de zones littorales vers la mer. Ça va servir aussi à stabiliser des parois de tunnels, hein, comme en travaux terrestres, et puis à augmenter l'importance des fondations semi-profondes à profondes, etc. Donc, quelques avantages, quelques limites. Hein. Donc, c'est une méthode qui est compétitive par rapport aux technologies plus conventionnelles, hein, en particulier pour les ouvrages provisoires. La DMM permet de créer une grande variété d'ouvrages, hein, donc pour ça c'est très intéressant. Et elle est applicable à tout type de sol. L'intérêt c'est qu'il n'y a pas d'excavation, donc c'est intéressant pour les sols pollués notamment, hein, quand on doit les traiter. Et puis c'est une méthode qui a une bonne empreinte environnementale. Quelques limites également, hein, donc pour les sols raides et denses, ça ne marche pas très bien. Hein. On peut avoir des rejets avec des terrains imperméables, donc il faudra gérer ça en phase d'exécution, en phase travaux. Son application peut être difficile quand on a traité localement des couches molles. Il vaut mieux pour ça utiliser des techniques d'injection solide ou de jet routing. Et puis il faut disposer de plateformes avec une portance suffisante pour le chantier. Bon, ce n'est pas spécialement spécifique, hein, aux méthodes DMM. On retrouve ça aussi pour d'autres techniques. Le traitement au contact d'ouvrages existants peut être problématique, hein, pour ne pas abîmer l'ouvrage, hein, justement. Hein. Donc ça peut être pénalisant d'utiliser cette technique à proximité d'ouvrages existants. Les nodules, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, donc on peut avoir une hétérogénéité du mélange sol-ciment, hein, donc présence de nodules dans les colonnes. Et puis on peut avoir une consommation de liant qui est proportionnelle à l'état des sols, hein, donc un coût de revient qui est associé derrière. Donc on va parler maintenant du jet routing. Donc le principe, c'est de venir d'abord déstructurer le terrain en place, hein, par un jet à haute énergie cinétique. Hein. On a des pressions supérieures à 20 mégapascales. Donc ensuite, il y aura une extraction d'une partie du terrain jusqu'à la surface, hein, donc une remontée par les fluides de jetting. Et puis on incorpore au terrain déstructuré un liant sous forme de coulis, hein, pour former des colonnes. Donc l'objectif de cette technique, c'est d'améliorer les caractéristiques de sol, de faire de l'étanchement, hein, et construction de structures. Donc c'est une technique apparue au milieu du XXe siècle, hein, dans les années 50, hein, dans le domaine pétrolier. Elle concerne les sols fins et les sols grossiers, hein, à la fois. Donc il y a une norme d'exécution, la 12716, hein, parue en dernière version décembre 2018. Et puis on a 3 techniques de réalisation, donc par simple G, double G ou triple G. Donc le choix du système à employer, des paramètres à utiliser, va se faire en fonction de la nature des caractéristiques géotechniques du sol à traiter, bien sûr. Hein. Le rayon d'action du jet, qui sera nécessaire pour atteindre la dimension des éléments réalisés. Et puis des caractéristiques mécaniques demandées pour le sol traité, ainsi que les contraintes du site. Donc ici, vous avez illustré ces 3 techniques de jet. Donc jet simple, jet double, jet triple. Hein. Donc le jet simple, on aura l'injection du coulis, hein, qui va se faire par une seule buse. Enfin, il peut y avoir plusieurs buses à la fois, hein, sur l'outil, mais on n'a que le jet de coulis, hein, qui va venir créer la colonne, hein, donc ce qui sert à confectionner des colonnes de taille petite à moyenne. Le jet double, donc on va avoir le jet de coulis, hein, qui sera associé à un jet d'air comprimé qui facilitera la déstructuration du terrain, et qui également, l'air va également favoriser le remontée du sol en surface, hein, par le phénomène d'airlift.
Donc ça permet de faire des colonnes un peu plus grandes que le G simple. Et puis après, on a le G triple, donc qui va associer à la fois le coulis, l'air et l'eau. C'est notamment intéressant pour les sols cohésifs et les sols sous nappe. Alors, il n'y a pas spécialement une technique jet, G simple, G double, G triple qui est meilleure qu'une autre pour tout type de terrain en fait. Ça va dépendre de la taille des colonnes que l'on cherche à faire et puis de l'énergie qui sera mise pour faire cette technique. Donc un petit schéma exemple d'exécution. Donc on a la foration, déstructuration par le coulis ou l'air ou l'eau. Et puis en remontant, on injecte le coulis qui vient créer ainsi la colonne. Ce qui est intéressant avec ces techniques, c'est qu'on peut avoir des géométries très diverses en fait pour des colonnes. Donc elles peuvent être pleines, colonnes entières, mais aussi en agissant sur la rotation de l'outil, en fait, en stoppant la rotation ou en lui donnant un certain pas. En fait, on peut avoir des demi-colonnes, des quarts de colonne. En fait, on peut combiner beaucoup de choses, créer des lamelles, ce qui permet en fait, au final, d'avoir des ouvrages de tailles très, très diverses. Donc, quelques applications, comme pour les techniques précédentes, donc en travaux d'étanchéité et en stabilisation. Donc, en étanchéité, on va avoir la confection de voiles, de bouchons étanches, de bouchons en voûte aussi, des noyaux d'étanchéité et de digues, l'étanchéité de joints ou de vide entre deux structures établies, existantes. Et puis, on va venir aussi faire de l'étanchéité de parois, de pieux disjoints avec la technique de gel coating. En stabilisation, on va pouvoir s'en servir pour de la reprise en sous-œuvre. Toujours en application tunnel, des blocs de démarrage ou d'arrivée. Stabilisation de parois de tunnel. On va s'en servir pour augmenter la portance de fondation semi-profonde à profonde. Et puis pour faire des extensions géométriques de fondation également. On peut créer des parois de soutènement, des puits circulaires, etc. Donc l'avantage du jet, c'est que c'est une technique applicable pour tout type de sol. Elle permet notamment d'améliorer des couches molles ou des couches lâches intercalaires sans déstructurer les terrains qui seront au-dessus. Donc pour ça, c'est très très intéressant. Et puis aussi, on peut avoir des machines de faible encombrement, ce qui est un gros avantage. Quelques limites, donc c'est la gestion des rejets générés par cette technique. Donc il va falloir prévoir la gestion de ces rejets par des tranchées, des bacs de récupération. Ce qui peut conduire à des emprises en fait, du chantier un peu conséquentes. Et donc qui mécaniquement va faire augmenter le coût de revient. Ensuite, quelques mots sur l'injection solide. Donc, le principe, c'est d'incorporer dans le sol sous haute pression un mortier mi-sec sans imprégner ni claquer le terrain. Donc, le but est de densifier un terrain en place à différentes profondeurs. Donc, améliorer les caractéristiques mécaniques du sol en place par compactage, le renforcer en constituant ainsi des colonnes, et puis constituer un élément de fondation profonde pour la reprise en sous-œuvre de fondation superficielle semi-profonde. Donc, technique très utilisée pour ce troisième point. On l'appelle aussi compactage par injection solide ou compactage statique horizontal, également. Deux autres appellations pour cette injection solide, qui a été développée dans les années 50 par l'entreprise Keller. Elle est applicable au sol lâche, au sol granulaire au-dessus ou sous la nappe, au sol fin non saturé sous condition, et également au sol effondrable, tel les LOS par exemple. Et puis c'est une technique qui est couverte par la norme des injections. Donc une petite illustration de ces confections de colonnes par injection solide. Donc le mortier qui est utilisé, c'est un mortier avec un faible affaissement au cône, donc ils ont un slump en général qui est inférieur à 10. Donc ça permet une bonne maîtrise des volumes injectés aussi, un bon positionnement du mortier. Donc elle permet donc d'améliorer les sols en profondeur, de faire des fondations pour différents types d'ouvrages. Toujours un emploi dans les tunnels, donc avec un traitement des sols à l'avancement, des tunneliers. Elle permet de réduire le potentiel de liquéfaction et puis de combler des vides, qui sont anthropiques ou naturels. Pour la reprise en sous-œuvre, donc ça peut servir aussi au relèvement d'immeubles.
Avantages et limites, très rapidement, parce que le temps tourne. Donc ça permet une bonne maîtrise de la localisation du traitement, pour les couches lâches notamment, même à grande profondeur. Une bonne maîtrise des volumes injectés, de leur positionnement, comparativement à l'injection par imprégnation. Ça permet d'homogénéiser correctement des terrains hétérogènes. C'est une technique qui s'autorégule en termes de pression et de quantité de mortier injecté, qui va varier suivant la compacité du terrain. Donc on a un bon indice de densité suite à cette technique en fait. On n'a pas de rejet, on n'a pas de refoulement, pas de déblai. Donc il y a un respect de l'environnement qui est intéressant. Et ça permet d'élaborer des réseaux aussi d'inclusion semi-rigide à rigide. Et puis le matériel peut s'adapter facilement aux contraintes d'exécution, notamment en reprise en sous-œuvre. Quelques limites, si on a des sols lâches sous nappe, on risque de mettre l'eau en surpression et provoquer des soulèvements. Il faut assurer le confinement du sol par une couverture superficielle si on a des fortes pressions d'injection. Je vais terminer parce qu'on me presse. L'injection de résine expansive, donc l'objectif c'est d'injecter une résine à très forte capacité d'expansion, donc plusieurs dizaines de fois son volume. Donc on peut réduire la perméabilité, on va traiter les sols sensibles au phénomène de retrait-gonflement. Ça permet de relever des ouvrages, des dallages, des ouvrages d'infrastructure. Technique rattachée à la norme d'injection. Ça concerne les sols fins et les sols grossiers. Les forages en général sont de petit diamètre et on a un temps de prise de résine extrêmement court, quelques minutes seulement. Je vais passer assez vite. Donc Urotech est un spécialiste de cette technologie. On peut voir l'illustration un peu des bulbes créés pour les sols grossiers, et puis plutôt dans les sols fins, on a un réseau lamellaire qui se crée. Bon, je vais passer là-dessus vite fait. Les méthodes biologiques. Donc c'est une technique très récente, c'est un procédé d'avenir. Le principe, c'est que le sol n'est pas considéré comme un matériau inerte, mais comme un écosystème vivant, qu'on appelle le biosol. Donc l'objectif de ces techniques, de ces méthodes biologiques, c'est d'augmenter la résistance au cisaillement et ou diminuer l'indice des vides, le degré de ceinturation. Donc il y a plusieurs procédés qui font l'objet de recherche. 2 stratégies développées pour augmenter le nombre de bactéries dans le sol. Donc c'est soit les apporter, soit les stimuler quand elles sont déjà présentes. C'est le cas de la biocalcification par rapport de bactéries. Bactérie qui va s'appeler la Soporacina pastori, donc, qui va permettre d'améliorer les matériaux, de former un nouveau matériau qui peut être assimilable à un grès. Et puis ces applications principales sont des traitements anti-liquéfaction, traitements contre l'érosion interne et l'amélioration des caractéristiques mécaniques des sols en général. Je passe vite. Ces limites, c'est le coût de revient quand même. Ça peut être une limite à ces méthodes biologiques, notamment pour la biocalcification. Je vais terminer rapidement par la congélation, donc une autre façon de traiter les sols. Donc le principe, c'est de stabiliser à caractère provisoire un terrain aquifère ou humide par circulation d'un fluide frigorifique dans des tubes qui seront préalablement disposés dans le terrain. Donc ce fluide peut être de l'azote ou une saumure. En général, c'est de la saumure à base de chlorure de calcium. On peut avoir aussi une combinaison des deux. Donc on s'en sert pour des fouilles complexes dans les environnements urbains. Il faut avoir une connaissance préalable de la conductivité thermique des terrains. Donc un petit schéma rapide d'illustration. Donc on va forer des tubes. On va ensuite, dans ces premiers tubes, rajouter des tubes dans lesquels il y aura après la circulation du fluide frigorifique qui va capter les calories du sol par circulation et ainsi faire des blocs congelés de terrain. Donc on peut avoir une multitude de géométries envisageables en fonction de la disposition de ces tubes dans le terrain par forage. Des avantages essentiels, c'est de limiter les risques d'instabilité pour optimiser les méthodes d'excavation. Et puis c'est applicable à une large gamme de granulométrie de sol. Quelques limites aussi, donc espace nécessaire pour les installations de congélation. Il peut y avoir du gonflement induit, donc il faut contrôler les conduites ou les structures existantes. Circulation d'eau souterraine, ça peut être une limite aussi quand on a des circulations trop importantes à la congélation. Et puis c'est une technique quand même relativement onéreuse, plutôt onéreuse. Voilà, je vous remercie.